Bonjour et bienvenue sur Tchamaloba officiel. Merci pour votre confiance et fidélité. C'est toujours moi, votre humble serviteur Grady Mouya, autrement dit le fils de la promesse. C'est avec joie et plaisir que nous vous demandons de suivre le direct de la RTNC. Alors, portez-vous bien, au revoir et on se retrouve à très bientôt. Guerre imposée à la République démocratique du Congo par les Rwandais, la guerre par procuration, la guerre d'agression via le mouvement terroriste du M23. Cette guerre qui a forcé hommes, femmes et enfants à l'errance. Certains Congolais sont devenus des réfugiés dans leur propre pays. On les appelle des déplacés internes. On en parle aujourd'hui dans cette émission. Ils sont plus ou moins 7 millions de personnes déplacés internes en République démocratique du Congo, spécialement dans la partie est de la RDC. Avec nous sur ce plateau pour parler justement de la problématique des réfugiés ainsi que de déplacés internes, nous avons donc invité l'ancien gouverneur de la province du Nord Kivu. Il a géré la province pendant 12 ans, actuel ministre de l'Industrie, Julien Paluku. Bonsoir. Oui, bonsoir. Et bienvenue. Merci. Et à sa droite, nous avons associé à cette réflexion le directeur général de la Caisse des solidarités nationales et de gestion humanitaire des catastrophes. Il s'agit de M. Raymond Bongole Efoya. Bonsoir Raymond. Bonsoir. Merci de nous retrouver après beaucoup de temps. Merci. Et j'ai également associé à ces plateaux spéciaux un habitué de la RTNC. Il s'agit de Patrick Mutombo Kambila. Il a exercé les fonctions de coordonnateur adjoint du mécanisme national de suivi. Donc il est coordonnateur adjoint honoraire. Il est diplomate et en même temps expert des questions des Grands Lacs. Bienvenue Patrick. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Oscar. Et enfin, nous avons aussi associé à cette réflexion un expert. Il s'agit d'un directeur des opérations. Il s'appelle François Malonda. Il est directeur des opérations à la Commission nationale pour le réfugié. Et bienvenue François et bonsoir. Merci, monsieur Oscar. Pour installer justement cette conversation, monsieur Julien Paluku Kaongia, vous avez été gouverneur, donc un témoin oculaire, un témoin vivant de tous les mouvements de population dans la région des Grands Lacs. Dites-nous, qu'est-ce qui est à l'origine de ces déplacements massifs de population vers la RDC ou en dehors de la RDC, au niveau de la région des Grands Lacs? Oui, merci beaucoup. C'est une grande question, celle liée aux réfugiés, parce qu'elle date d'avant les indépendances, avec bien évidemment cette traversée de part et d'autre entre les Rwandais, la RDC ou le Congo à l'époque, entre le Burundi, le Congo, entre l'Ouganda et le Congo. Mais tout de suite, pour ceux qui ne savent pas, l'histoire des Grands Lacs est dominée par des crises. Déjà avant 1960, en fait, au Rwanda régnait une monarchie que je qualifie ou que les historiens qualifient de monarchie Tutsi, qui était en fait dirigée par des rois comme les rois Bugiri, les rois Murara. Et à cette époque, il y avait une persécution en fait des populations Hutus. Ce qui faisait que les populations Hutus préféraient alors aller migrer vers la partie congolaise, et c'est ce qui justifie que les territoires de Rutshuru et de Masisi sont habités par des Hutus. Lorsque vous voyez par exemple à côté de Bunagana, il y a le district qu'on appelle le district de Kisoro en Ouganda, il est aussi habité par des Hutus. Ce sont des mouvements des gens qui fuyaient en fait la monarchie qui avait imposé un pouvoir solide au Rwanda à l'époque, ce qui justifiait la traversée des populations Hutus vers les pays voisins. Donc ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Alors, maintenant, face à cette radicalisation du pouvoir Tutsi au Rwanda, il y a eu petit à petit une prise de conscience de certaines élites de la communauté Hutu à l'époque, et cette prise de conscience a été accompagnée par les colonisateurs belges qui vraiment, face à la montée de la monarchie, a voulu doser pour organiser les premières élections avant l'indépendance. Là nous sommes en 1956, et lorsqu'on organise les élections au Rwanda,
60% des postes locaux sont gagnés par les Hutus, ce qui met un peu en balance le pouvoir Tutsi de l'époque. Et un journal, pour ceux qui savent lire l'histoire, en 1956, un journal ici au Congo qu'on appelle la présence africaine, va recenser toutes les atrocités commises sur les populations Hutus à l'époque, ce qui va davantage révolter encore l'élite Hutu jusqu'à ce qu'on va avoir une révolution rwandaise en 1959 qu'on appelle la Toussaint rwandaise qui va persécuter les Tutsis et c'est ce qui va justifier la traversée, cette fois-ci des Tutsis, pas des Hutus, vers la RDC, vers la Tanzanie, vers l'Ouganda. Et donc, ces décors-là vous montrent qu'à un moment, ce sont les Hutus qui sont venus sur le territoire congolais. À un autre moment, en 1959, lorsque les Hutus se révoltent, ce sont les Tutsis qui viennent aussi sur le territoire congolais. Et ils se retrouvent. Et donc, là, on situe l'origine des conflits entre les deux. Comme ils avaient des conflits au Rwanda entre eux, ils viennent se retrouver encore au Congo pour que les mêmes conflits puissent recommencer. Donc ce sont ces mêmes conflits qui sont transposés sur le sol congolais. Ça, nous sommes en 1959. Et des milliers de Tutsis migrent vers la Tanzanie, vers l'Ouganda, vers la RDC. Et ils ont tenté peut-être de revenir en 1963 pour tenter de reprendre le pouvoir à Kigali, qui était déjà entre les mains d'un leader Hutu qu'on appelle Grégoire Kayibanda, qui l'a gardé jusqu'au coup d'État du président Habyarimana en 1973. Ça, c'est l'histoire des traversées. Alors, maintenant, les réfugiés Tutsis qui avaient fui, ils étaient estimés à près de 300 000 dans tous les pays de la région, vont commencer à s'organiser pour effectivement reprendre le pouvoir à Kigali. Et l'organisation n'a pas été facile. Ils vont commencer par le faire à travers l'Ouganda. C'est ainsi qu'en 1986, le président Museveni, qui est aussi de la même souche, va prendre le pouvoir en mettant fin au régime de Milton Obote pour prendre en 1986 le régime, disons le pouvoir en Ouganda. Et ça va être un tremplin pour la préparation de l'élite réfugiée Tutsi qui avait fui à travers les pays. C'est ce qui justifiera en 1990 le début de la guerre du FPR. Effectivement, c'était en octobre 1990 lorsque la guerre commence. Cette fois-ci, l'élite Tutsi, qui était considérée de réfugiés, va reprendre les armes pour tenter de reconquérir le pouvoir au Rwanda. Et c'est à ce moment-là que, 4 ans plus tard, lorsque le président Kagame prend le pouvoir en 1994, l'ensemble des Tutsis qui avaient fui l'extérieur retrouve un pouvoir qui est revenu et c'est ce qui va justifier de nouveau un mouvement inverse des Tutsis qui sont disséminés à travers le monde pour revenir encore une fois au Rwanda. Là, nous sommes et à pour 1994. moment, ce sont les plus de réfugiés Hutus qui ne sont pas au pays, qui sont en dehors de frontières nationales. Oui, là, je vous explique comment et les Hutus et les Tutsis, tous ont été concernés par des mouvements de réfugiés de part et d'autre au regard du pouvoir qui était établi à Kigali. Alors, lorsque le président Kagame prend le pouvoir en 1994, il s'observe un autre mouvement maintenant encore inverse, cette fois-ci des populations rwandaises et Hutus qui quittent le Rwanda vers la RDC. C'est ce qui justifie en fait la présence de ce qu'on a appelé les Interahamwe qui fuient le pouvoir Tutsi qui venait de s'établir effectivement à Kigali. Là, c'était en 1994. Là, c'était en 1994. Et 30 ans après. Et maintenant, quand on dépasse 1994, les réfugiés rwandais sont ici, Kagame prend le pouvoir, il s'est dit, il y a des génocidaires qui ont traversé la frontière, il faut que je les poursuive. C'est ça, ce qui va justifier la guerre en 1996, celle de l'AFDL. Et quand cette guerre, qui est soutenue par l'élite Tutsi, a lieu sur le sol congolais, les Tutsis qui sont sur le sol congolais se trouvent menacés. Ils reprennent la voie du refuge pour entrer au Rwanda qui semble être un territoire sécurisé pour eux. Donc voilà plus ou moins le va-et-vient qu'on a observé dans la région des Grands Lacs qui a justifié des mouvements et des Hutus et des Tutsis de part et d'autre. Et si aujourd'hui vous apprenez qu'en RDC, il y a des réfugiés rwandais, c'est tout à fait vrai. Si vous apprenez qu'au Rwanda, il y a des réfugiés congolais d'expression Tutsi, c'est aussi tout à fait vrai. Maintenant, la question reste de savoir à quelle proportion est-ce que le nombre de réfugiés se trouve dans l'un ou l'autre territoire de la RDC ou du Rwanda. Voilà
plus ou moins planter les décors. C'est un peu beaucoup plus technique pour les gens qui ne sont pas habitués à ce genre d'exercice. Merci. Monsieur Julien Paloukou, pour ces rappels historiques très très importants. Monsieur François Malonda, vous êtes directeur des opérations à la Commission nationale pour les réfugiés. Dites-nous comment ces réfugiés sont-ils arrivés au Congo? Est-ce qu'il y avait une identification au préalable pour savoir qui est qui? Est-ce qu'il y avait des Tutsis, il y avait des Hutus, il y avait des enfants? Qu'est-ce qui s'est fait en son temps? Merci beaucoup. Nous savons que la dernière vague de réfugiés que nous avons aujourd'hui sont arrivés principalement en 1994. À la suite, comme l'excellence Paloukou l'a dit, à la suite de l'arrivée au pouvoir de Kagame, avec tout ce qu'il y a eu comme exaction de son pouvoir vis-à-vis de certaines populations qui, face à cela, ne pouvaient que partir du Rwanda pour mettre leur vie à l'abri de ces menaces-là. C'est ainsi qu'ils sont arrivés. Mais maintenant, nous sommes en 1994, où le gouvernement à l'époque avait pression de la communauté internationale et consorts. Les gens sont entrés avec tout ce qu'ils avaient. Et ils sont entrés au Congo. Il y avait on parle de plus ou moins de 2 millions de personnes. Et on a créé des camps. Mugunga et consorts là. On a créé des camps, ils sont entrés et ils ont commencé à vivre au Congo. C'est par la suite qu'il y aura des enregistrements. Je disais, quand ils sont entrés, tellement il y avait l'afflux, le gouvernement congolais était débordé à l'époque. C'est pourquoi j'ai dit tantôt que nous avons tiré des leçons face à, je pourrais dire, aux erreurs, puisque nous assumons qu'on les erreurs du passé. Voilà. On a laissé entrer tout le monde sans les identifier. Et c'est par après qu'on a cherché à savoir qui est qui. Voilà. Maintenant, avec tout ce qui s'en était suivi, il y a eu des dispositions qu'on avait prises. On a commencé à enregistrer des réfugiés. En les enregistrant, il y a eu à peu près 200 quelques mille Congolais réfugiés rwandais qui ont été enregistrés. C'était 245 000 quelques. Et combien de Tutsis, combien de Hutus, de toi, vous avez une idée? C'était principalement des Hutus. Principalement des Hutus. Ils sont entrés. Il y a eu aussi, par la suite, ils sont entrés en 1994, il y a eu des accords tripartites qui étaient signés à l'époque du Premier ministre Kengo. Il y a eu aussi rapatriement des gens vers le Rwanda. Ensuite, on a encore signé des accords tripartites en 2010. On a continué à faire le rapatriement. Là, c'est la volonté politique des dirigeants congolais. Oui. À l'issue de ces accords tripartites, des réfugiés rwandais ont été rapatriés au Rwanda, justement. C'est ça. Laissez-moi d'ailleurs vous dire, oui, c'était la volonté politique des autorités d'ici pour ramener les Rwandais vers leur pays. Malgré tout ce qu'on avait comme problème, on faisait le rapatriement. On a continué ce rapatriement-là. François Malonda, je pense qu'on va revenir vers vous. Hein, on va revenir pour parler justement de cette question des réfugiés. Je vois monsieur le ministre Julien Paloukou voudrait ajouter quelque chose avant peut-être de prendre Patrick Mutombo. Sur cette question, j'ai participé à toutes les réunions tripartites entre les HCR, les Rwandais, la RDC d'une part, et puis entre les HCR, l'Ouganda et la RDC de l'autre. Ce qui est vrai, c'est que c'est ce mécanisme-là de tripartite qui définit comment on doit identifier les réfugiés dans un pays. Et celui qui a la responsabilité de les identifier, c'est le HCR en collaboration avec la Commission nationale pour les réfugiés, dans laquelle siège notre ami François ici. Et il s'est avéré qu'il y a plus de réfugiés rwandais en RDC qu'il n'y a de réfugiés congolais au Rwanda. Et souvent, les gens ne savent pas ça. Et le Rwanda, pour piéger la RDC, en 2013, a voulu évoquer
ce qu'on appelle la clause de cessation du statut des réfugiés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire un réfugié, c'est une personne qui a trouvé asile dans un pays à la suite des persécutions ou des problèmes. Maintenant, le Rwanda a voulu qu'on signe un accord qui enlève les statuts ou les caractères des réfugiés à tous ceux qui sont sur le sol congolais. Donc à tous les ressortissants rwandais, voilà, ils sont réfugiés qui sont sur le sol congolais. C'est ce qu'on appelle la clause de cessation du statut des réfugiés. C'est prévu par la Convention de Genève de 1951. Et nous, à l'époque, je faisais partie de la délégation, on a été à Pretoria, on a été à Genève, nous avons refusé. Parce que nous avons dit que les conditions n'étaient pas réunies pour... Et si on enlevait, excusez-moi, si ces statuts-là leur étaient enlevés, c'est pour qu'ils deviennent quoi? Effectivement, la conséquence, si on leur enlève les statuts des réfugiés, ça devient comme des citoyens assimilés aux Congolais ou alors des apatrides. Or, l'apatridie est réprimée par toutes les conventions internationales. Et donc, nous avons évité de tomber dans les pièges du Rwanda à l'époque, qui voulait invoquer la clause de cessation du statut des réfugiés. Là, nous sommes en 2013 et nous avons voulu organiser ce qu'on appelle les visites come and visit, come and see, c'est-à-dire come and tell. C'est-à-dire il fallait organiser des visites des réfugiés congolais qui sont au Rwanda pour venir voir comment les conditions sur le terrain ont changé. Il fallait aussi organiser des conditions des réfugiés rwandais qui sont sur le sol congolais pour aller au Rwanda, pour voir comment la situation a changé. Donc, une manière de les persuader à rentrer. Parfois, c'est les Rwandais qui constituent les blocages. Pour que nous ne puissions pas organiser ce genre de visites, parce que ça allait amener tous les Rwandais à rentrer chez eux. Alors lui, le président rwandais, a souvent vendu plus la présence des réfugiés congolais sur son sol que nous, les Congolais, nous vendions qui sont en faible proportion. La présence des réfugiés rwandais sur notre sol. Voilà. Alors, là, je vais donner la différence maintenant quand on catégorise les gens, les Rwandais qui sont sur le sol congolais. On est appelé réfugié quand on n'est pas en possession d'une arme. C'est-à-dire, dans la catégorie des Rwandais qui sont sur le sol congolais, il y a ceux qui ne sont pas armés, ce sont ceux-là qui ont la qualité de réfugiés. Ceux qui sont armés ou qui ont été armés, les anciens Interahamwe, et ne sont pas revêtus du statut de réfugiés. Parce qu'au niveau international, lorsque vous êtes dans un pays et que vous détenez une arme, vous ne bénéficiez pas de la protection internationale. Alors ceux-là, on les appelle des combattants et nous avons organisé avec les Nations Unies le rapatriement de ces combattants vers le Rwanda et les combles. C'est qu'on a plusieurs fois revu les combattants qui ont été expatriés au Rwanda sur le sol congolais, renvoyés par le pouvoir de Kigali sur la ligne de front, cette fois-ci sur la ligne de front, pour maintenir la présence des forces supposées armées sur le sol congolais et justifier donc des éventuelles attaques sur le territoire congolais. Donc ça, c'est un environnement que je voulais planter pour que les gens comprennent comment le pouvoir de Kigali a toujours utilisé une fourberie pour flouer les autorités congolaises. Et donc moi, en tant qu'acteur... Non seulement les autorités congolaises, même la communauté internationale. Et même celle-ci est tombée dans ce piège pour considérer que c'est la RDC qui a tort, alors que c'est la RDC qui souffre de la présence de plus de 200 000 personnes d'origine rwandaise sur son sol. Voilà plus ou moins ce que je voulais dire. Merci Patrick Mutombo Kambila. Vous êtes expert des questions des Grands Lacs. Vous avez été coordonnateur adjoint honoraire au mécanisme national des suivis. Parlons un peu des aspects juridiques de cette question des réfugiés et rwandais et congolais. Oui, merci beaucoup, cher Oscar. Parce que nous sommes en train de parler des réfugiés et que cela se remarque aisément comme une conséquence directe de la situation volatile que nous avons connue dans les Grands Lacs, puisqu'au jour d'aujourd'hui, commémorant les 30 ans de l'autre côté du génocide rwandais et que le président Kagame continue à dire que le M23 prend les armes pour se battre afin de retourner les réfugiés rwandais qui sont sur le sol, qui sont chez lui depuis plus de 20 ans, vous l'avez entendu certainement chez votre collègue François Soudan. Donc nous plantons là maintenant le décor qui consiste à savoir, quand on parle de réfugiés, le ministre
Paluku l'a dit, et par rapport au contexte diplomatico-juridique, il faut d'abord savoir que les accords tripartites que nous avons signés avec le Rwanda et le ACR et qui ont été évoqués par M. Malonda ici présent, ont une base juridique. Et qui dit base juridique, d'abord il faut revenir à la résolution 428 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 14 septembre 1950. C'est cette résolution-là qui institue le statut du ACR et qui donne mandat au commissaire de protéger la personne qui fuit son pays. Et de mettre tout en œuvre pour retourner cette personne dans son pays en toute dignité et en toute sécurité. C'est là déjà 1950, et qui dit 1950, c'est 5 ans après la fin de la Première Guerre mondiale. Arrive 1951, il y a eu la Convention de Genève qui régule cette question des réfugiés. 1969, nous avons tous comme pays africains obtenu nos indépendances. L'Organisation de l'Unité africaine, qui deviendra l'Union africaine, plus tard, va signer ce qu'on appelle la Convention pour les réfugiés. Et dans son point 5, elle institue que les réfugiés doivent rentrer chez lui sur base volontaire. Donc, on ne peut pas obliger quelqu'un à rentrer dans son pays, surtout si il n'a pas encore reçu des informations que ce pays est devenu safe, sécurisé. Ça, c'est ce que le ministre a dit tantôt. Ça, c'est sur le plan. Ça, c'est sur le plan. c'est ça. Oui, oui. Comme Intel, c'est en anglais. Et ça, c'est sur le plan africain. Maintenant, sur le plan national, il faudrait que notre opinion, notre peuple sache que la première accord de siège que la RDC, alors Zaïre, a signé avec le ACR pour autoriser que le ACR ait ses bureaux sur le territoire national, date de 1975. Et quand vous regardez l'année 1975 dans l'histoire de notre pays, c'est parmi les années les plus calmes. Mais comment expliquer que nous ayons signé cet accord de siège? Vous comprendrez que dans la vocation du gouvernement de l'époque de Maréchal Mobutu, alors Zaïre, c'était que le Congo, le Zaïre à l'époque, était un pays qui pouvait gérer les réfugiés et les retourner chez eux. Et tous ceux qui passaient par le Zaïre trouvaient dans le Zaïre un pays qui les accueillait et qui les retournait chez eux. Voilà pourquoi nous avons signé dès 1975 l'accord de siège. Pendant que le Rwanda n'a signé son accord de siège avec le ACR qu'en 2010, en 1990. Donc regardez où se trouve 1975, 1990, cet écart, ça vous dit déjà tout. Quand il faut se référer au récit du ministre Kaongia, ici présent, pour montrer la question de la récurrence des réfugiés dans le Rwanda ne datant pas d'aujourd'hui. Donc on a vu aussi que la culture de solutionner le problème des réfugiés chez les Rwandais est une culture tardive. Est-ce que peut-on dire aujourd'hui que la question des réfugiés, c'est une nébuleuse entretenue par le Rwanda? Parce qu'il y a eu une volonté manifeste. Nous avons suivi le ministre Julien Kaongia tout à l'heure. Il a dit que la RDC a manifesté la volonté de rapatrier. Et des réfugiés ont été rapatriés plusieurs fois. Est-ce qu'il y a une volonté manifeste du côté du Rwanda à les recevoir? Je doute fort parce que nous avons signé avec le Rwanda ce qu'on appelle les accords tripartites. Ils ont été signés le 17 février 2010. Et plus tard, c'est-à-dire le 30 juillet 2010, nous avons signé ce qu'on appelle les modalités pratiques de rapatriement des réfugiés congolais sur le territoire congolais en provenance du Rwanda. Et quand vous lisez, je les ai amenés ici, je donnerai lecture si vous me l'autorisez, quand vous lisez les modalités pratiques de rapatriement volontaire des réfugiés rwandais, des réfugiés congolais vivant au Rwanda, vous allez remarquer que au premier alinéa de l'article 3 de ces modalités pratiques, il est dit que le HCR
et le Rwanda devraient communiquer au Congo les listes de tous les réfugiés qui sont dans les camps. Je parle sous le contrôle du ministre, je parle sous le contrôle de la Commission nationale des réfugiés. Nous n'avons jamais reçu ces listes. Jamais. Le Rwanda n'a jamais donné les listes. Et pourtant, ils ont signé les modalités pratiques de mise en œuvre des statuts de l'accord tripartite, où ils ont accepté qu'ils doivent fournir au Congo la liste. Alors la question, c'est sur base de ces listes. Puisque la liste n'a jamais été fournie, alors la question, c'est celle de savoir est-ce que ces réfugiés congolais qui sont au Rwanda, est-ce que ce sont des vrais réfugiés? J'arrive. Ça c'est l'alinéa premier. Mais il faut continuer à l'alinéa 2. Tout comme à l'alinéa 3. À l'alinéa 2, il est dit que tous ces réfugiés-là, quand ils seront identifiés, la République démocratique du Congo devra valider si ce sont vraiment des Congolais. Et la validation se fait dans ce que j'ai pu développer. Le profilage. Dans l'émission passée, le profilage de type 5. Ça peut énerver peut-être au Rwanda, mais c'est ça notre réalité. Profilage, ça veut dire quoi? Il y a quelle rubrique dans ce profilage? Dans le profilage, vous m'autorisez? Allez-y, allez-y, vous avez tout le temps. Allez-y, le profilage, il y a quelle rubrique qui intervient dedans? Dans le profilage, l'article 2, l'alinéa 2 de l'article 3 dit « L'enregistrement qui sera effectué dans les camps et en milieu urbain servira notamment de base à la planification du rapatriement et à la détermination du profil des bénéficiaires ainsi que leur zone d'origine, de retour par province, district, commune, territoire, secteur ou chefferie, groupement ou village. » C'est signé et par le Rwanda et par la RDC. J'étais présent. Ça, c'est l'accord de... Alinéa 3. Tripartite, hein? C'est ça qui énerve. Voilà. Alinéa 4. La vérification se fera sur la base des listes des candidats au rapatriement comportant les informations mises à la disposition du gouvernement de la République démocratique du Congo par le gouvernement du Rwanda et le bureau du HCR au Rwanda. Cette vérification sera menée par les comités locaux permanents de conciliation, conformément aux accords de paix du 23 mars 2009. Le Rwanda et le HCR devraient donner les listes des candidats. Qui n'ont jamais été livrés jusqu'à aujourd'hui. Jamais été donnés. Monsieur Malonda vous a parlé des derniers recensements de mars 2024. On n'a jamais reçu 000 ça. réfugiés rwandais. Nous n'avons jamais reçu ces listes. Alors bien identifiées. Comment voulez-vous demander à tout un gouvernement, même si Kaungia ou Mouyaya ne sont plus au gouvernement demain, lorsque nos enfants seront au gouvernement demain, ils se baseront sur quelle liste pour rapatrier qui? Alors ma question revient. Les réfugiés congolais qui sont au Rwanda, sont-ils des vrais ou des faux réfugiés? Oui, je vous ai dit. Les listes ne sont pas là. Non, si les listes ne sont pas là, je vous ai dit que le gouvernement congolais a le droit de procéder à la validation selon le profilage de type 5. Et ce profilage, il se ferait si on a transmis les listes. Or, si les listes n'ont pas été transmises chez Oscar, comment procéder au rapatriement? Parce que, il ne faut pas oublier, nous ne disons pas ici, il ne faut pas qu'on nous interprète mal. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas de réfugiés congolais Tutsi au Rwanda. Il y a des réfugiés congolais Tutsi au Rwanda. Mais s'il faut que ces réfugiés-là reviennent chez nous, qu'on nous donne la chance de valider. Ils identifient leur localité, leur milieu naturel, leurs ancêtres. J'ai été dans les opérations de la fermeture de camps de Walungu, de Kanyabayonga et de Kisangani en 2018. C'était des Hutus. Lorsque je suis allé pour aller les rapatrier, alors que le président Kagame avait dit oui, ils peuvent rentrer, je n'ai pas de problème avec eux parce qu'à l'époque, notre patron des services de renseignement militaire civil et notre ministre des Affaires étrangères avait fait le déplacement pour voir le président Kagame pour dire nous sommes en train de fermer Walungu, Kanyabayonga, Kisangani, il faut venir chercher vos gens. Il a dit oui, mais il ne faut pas qu'ils viennent à pied, il faut qu'ils viennent dans les avions.
J'étais dans ces avions. Et pourtant, Walungu, c'est à côté, justement. J'étais dans ces avions, j'ai ramené ces Hutus qui sont partis de Kisangani, de Walungu et de Kanyabayonga. Vous savez quoi? Alors que le président Kagame avait donné son quitus pour qu'ils reviennent. Et nous avons, avec nos propres moyens comme gouvernement congolais, utilisé nos avions qu'on appelle tolérance zéro. Tout le monde est allé. Personne n'a été blessé, personne n'a laissé ni une poule, ni une natte au Congo. Parce qu'ils devaient rentrer chez eux. Mais lorsque nous sommes rentrés, lorsque nous sommes arrivés à Kigali, on a passé une journée. Parce que le gouvernement rwandais devrait faire ce qu'on appelle le screening. Il devait s'assurer que ce ne sont pas des FDLR, c'est dans une posture de souveraineté. Et nous étions obligés d'attendre sur le tarmac pendant une journée. Que eux prennent toutes les dispositions pour passer au peine fin. Même vous avez ramené quand même des listes. Hein? Nous avons ramené des listes, nous avons ramené tout le monde et quand ils ont pris les leurs, nous avons repris nos avions, nous sommes rentrés. C'est cet exercice-là que nous voulons refaire aussi un jour avec les autres. Donc, qu'on nous entende bien, nous ne disons pas qu'il n'y a pas de Tutsis réfugiés congolais. Avant peut-être que... Mais nous disons que le Congo a le droit. Donc il y a une volonté politique au Le Congo a le droit souverain de procéder à la validation de tous ces réfugiés, pourvu qu'on lui donne les listes et pourvu qu'il puisse aussi les valider afin que ces réfugiés rentrent sur le territoire congolais. Merci. Je vais prendre Raymond Bongolé. Efoya, vous êtes directeur général de la Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes. Parlez-nous un peu des conséquences sur le plan humanitaire de ces mouvements de population. On a parlé de 206 000 réfugiés rwandais, Tutsis, Hutus, toi y compris, qui sont sur le sol congolais, et des mouvements de population, maintenant que je vous parle, avec justement les déplacés internes qui se comptent par centaines de milliers, plus ou moins 7 millions de personnes qui sont dans l'errance dans la partie est du pays. Oui, je voudrais donner un peu de statistiques par rapport aux conséquences de la situation qui a débuté au Rwanda en 1994. Dans le Congo, la RDC est en train de subir des conséquences humanitaires très graves. Je prends le nombre de morts. Nous comptons au moins 12 millions de morts. Et s'il faut considérer le nombre de morts, c'est la somme de la population de deux pays voisins, la RCA et la République du Congo. C'est aussi la somme de la population du Royaume de Belgique, les 12 millions de morts en 30 ans. Nous avons 7 millions de personnes déplacées internes. C'est la somme de la population du Congo-Brazzaville et du Gabon. Donc si on devait réfléchir à haute voix, donc ce sont des pays qui devraient être créés sur la carte. C'est le pays qui devait être décimé. Sur la carte géographique. C'est la carte, oui. Je continue encore. Nous avons au moins 2 millions de femmes violées. 2 millions de femmes violées représenteraient la population du Gabon si le Gabon n'était constitué que de femmes. Ça c'est... Nous avons 3,5 millions d'enfants en perdition scolaire. Ça, je donne juste les conséquences humanitaires. Vous voyez que c'est trop grave. Et où est-ce que vous tirez toutes ces statistiques? Les statistiques sont là, donc ce que j'ai dit ici c'est vérifiable. Vous pouvez les consulter auprès des humanitaires. Donc ce sont les chiffres exacts que nous gérons au quotidien avec le partenaire humanitaire de la RDC. Julien Paluku, un commentaire. Oui, c'est triste les réalités qui sont décrites ici. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau international, on doit se réaviser. De ne pas considérer les Rwandais comme la victime. La victime de tous ces conflits, c'est plutôt la République démocratique du Congo. Il n'y a pas au Rwanda un seul camp de déplacés internes. Il n'y a pas au Rwanda des statistiques qui relèvent ce genre de chiffres, de femmes violées, d'enfants qui ne vont pas à l'école. Nous avons été l'exutoire
de tous les conflits de la région des Grands Lacs, c'est-à-dire les déversoirs de tous les conflits. Et nous qui sommes les déversoirs de tous les conflits de la région des Grands Lacs, c'est nous qui apparaissons aux yeux du monde comme les bourreaux, alors que c'est nous qui devrions être la victime de tous les conflits. Donc cette perception-là, elle devra changer. Je suis heureux que M. Patrick ait évoqué ici les accords qui ont été signés le 17 février 2010, les accords tripartites. J'étais là, j'ai participé à la rédaction de tous ces articles, pour clouer en fait les Rwandais à ne pas continuer à s'aimer les mensonges, parce que la culture du Rwanda, c'est la culture du mensonge. Lorsque nous avons demandé au Rwanda de nous produire la liste des réfugiés congolais qui sont sur son sol, c'est ça qui a énervé et c'est ça le mobile de la guerre. Parce que lorsque nous demandons qu'ils nous produisent des listes, sachant qu'ils ne vont pas les produire, ils incitent les jeunes gens qui sont dans les camps de prendre les armes. Or, on sait bien que lorsque vous prenez les armes, vous n'êtes plus